Est-ce que vous m'entendez? Oui. Est-ce que c'est assez fort dans le fond? Bonjour à toutes et à tous pour cette belle fête du 1er mai. Elle doit être d'autant plus grande et solidaire. Toutes et tous ensemble. On va procéder aux interventions. Non, mais c'est... Alors les gens de la santé vont vous communiquer leur déclaration. Donc c'est un communiqué pour le 1er mai, général fait par la CGT. Merci. 1er mai, l'heure est à la mobilisation. Face aux urgences sociales et environnementales, mobilisons-nous. L'extrême droite a été battue le 24 avril. C'est une bonne nouvelle pour la démocratie, pour nos libertés individuelles et collectives. Pour autant, son score ainsi que sa progression par rapport au scrutin de 2017 sont sans équivoque. C'est là le signe d'une profonde fracture de la société, d'un désarroi et d'une grande colère de nombreux citoyens et citoyennes confrontés à l'injustice sociale, à la précarité et à la misère. Cela renforce la responsabilité de notre organisation syndicale dans la lutte qu'elle mène contre les idées racistes et fascistes, contre l'imposture de l'extrême droite et la division du monde du travail. Emmanuel Macron a été réélu, il porte avec le patronat une lourde responsabilité dans la situation que connaît notre pays. Sa politique et celle des gouvernements précédents ont accru les inégalités sociales, territoriales et augmenté la pauvreté. Le vote des habitants de l'Outre-mer en est une démonstration. Sa réélection est majoritairement l'expression d'un rejet de l'extrême droite qui se traduit aussi dans la progression de l'abstention, des bulletins blancs et nuls. Le président de la République ne peut et ne doit ignorer cette réalité en se targuant d'un vote d'adhésion. Ses premières prises de parole ainsi que celles de beaucoup de ses soutiens dimanche soir démontrent pourtant l'inverse, envisageant même de passer en force une nouvelle réforme des retraites. La CGT saura rapidement rappeler au président et à son nouveau gouvernement qu'il existe une opposition majoritaire à ces projets, notamment d'allongement de l'âge de la retraite à 65 ans, rejeté par près de 70% de la population. La volonté du monde du travail est de gagner une véritable transformation sociale et environnementale de notre société. C'est au travers des mobilisations sociales larges et unitaires des travailleurs et travailleuses comme de la jeunesse et des retraités, tant au sein des entreprises, des services que des territoires que nous l'imposerons. C'est en étant présente et en agissant au quotidien aux côtés de toutes celles et ceux qui souffrent que la CGT compte amplifier ses mobilisations. Pouvoir d'achat, avec des prix en hausse de l'ordre de 5% sur un an en France, le risque de voir des pans entiers de la population tomber dans la pauvreté élevée, l'inflation doit entraîner des hausses salariales. La CGT demande un SMIC à 2 000 € et la revalorisation des autres salaires. En 2021, la moyenne des patrons du CAC 40 s'est élevée à 8,7 millions d'euros, presque le double par rapport à 2020, quand la crise sanitaire avait contraint les budgets. Pendant ce temps, avec la forte inflation, plus 4,5% en mars 2022, dans les rayons, les étiquettes, les produits alimentaires flambent. La hausse des prix touche aux produits de première nécessité, alimentaires, carburant, énergie, des postes de dépenses importants pour les ménages, que le plus modeste ne peuvent plus assumer. Certes, l'inflation va provoquer une revalorisation automatique du SMIC, aujourd'hui qui passe de 1269 à 1302,64. Ce n'est pas un coup de pouce du gouvernement, mais la revalorisation automatique du SMIC en cas d'inflation qu'il nous faut. Le SMIC doit être revalorisé à 2 000 €, là et maintenant.
tout de suite. Alors bien sûr, le SMIC va rattraper les autres salaires. Pour le reste des salaires, les employeurs refusent d'accorder des augmentations au-delà de 2,5. Si bien que le SMIC va rattraper les salaires et creuser les pertes du pouvoir d'achat. Une majorité de branches professionnelles auront leur minima sous le SMIC. Il faut ouvrir ou rouvrir les NAO dans ces branches pour que les salaires suivent la même courbe d'augmentation que le SMIC. Dans l'agroalimentaire, par exemple, avec 2,5% d'augmentation, 28 branches vont se retrouver de 1 à 8% sous le niveau du SMIC. Fort niveau de conflit sur les salaires. Pas étonnant qu'il y ait encore un fort niveau de conflit dans les entreprises sur la question des salaires. Par exemple, chez Dassault, d'après 17 semaines de grève, les salariés ont obtenu entre 200 et 300 euros d'augmentation. Bravo à eux! Alors que plusieurs secteurs font face à une pénurie de main-d'œuvre, la colère gronde dans les entreprises et les tensions sont fortes. Chez Leroy Merlin, Sephora, La Berry, Yoplait, General Mills, Benedict et même à l'Office national des forêts ONF, où les négociations sur les NAO jouent les prolongations. Alors la retraite, c'est d'actualité et il va falloir se mobiliser. Je vois qu'on a un potentiel de jeunes chez nous, là, sur le parvis du scriptorial. Il va falloir s'en inquiéter pour défendre, pour le devenir et l'avenir de nos petits-enfants et de nos enfants. La réélection d'Emmanuel Macron place au premier plan la réforme des retraites abandonnées lors du précédent quinquennat, sans attendre la mise en œuvre du projet de report de l'âge à 65 ans. La mobilisation s'organise dès aujourd'hui. Aux arguments rabâchés, il faut travailler plus longtemps parce que nous vivons plus vieux, parce que le financement du régime n'est pas assuré, parce que les régimes spéciaux coûtent cher. Soi-disant, la CGT, et la CGT sera forte et oppose une fin de non-recevoir. Nous défendons la retraite à 60 ans pour toutes et tous avec un revenu permettant de vivre dignement. Partir à 64 ou 65 ans, c'est encore du bluff. C'est pour beaucoup à partir en mauvaise santé. Pire, ce sont les plus pauvres qui sont en moins bonne santé à 62 ans, 75 ans. Les plus pauvres d'entre eux sont encore en vie contre 95% des plus riches. C'est un petit peu la logique. Ils n'ont jamais mis les mains dans le cambouis, donc il va falloir qu'ils y aillent aussi. Parce que les richesses, elles sont produites par les travailleurs et les travailleuses. Des inégalités qui se retrouvent en termes d'espérance de vie. 84,4 par an pour les 5% d'hommes les plus riches, contre seulement 71,7 ans pour les 5% les plus pauvres. Et 88,3 pour les 5% de femmes les plus riches, contre 79,8 pour les 5% des plus pauvres. Excusez-moi, je vous gourde un petit peu de chiffres, mais il faut les avoir en tête. Prolonger la vie d'activité signifie aussi prolonger la pénibilité, les contraintes physiques et psychosociales. Si les travailleurs vivent aujourd'hui plus vieux, en meilleure santé, c'est grâce aux conquêtes sociales qui ont permis qu'ils travaillent moins longtemps et dans de meilleures conditions. La retraite à 60 ans est un enjeu de justice sociale. Ça doit l'être, ça l'a toujours été depuis la naissance de la CGT, et ça le restera. Le report de l'âge de départ à la retraite portera atteinte en premier lieu à la santé des travailleurs et des travailleuses les plus pauvres. Mais il touchera aussi toutes les autres catégories de population. À partir de 50 ans, le taux d'emploi commence à diminuer. À 60 ans, moins de la moitié des individus sont encore en emploi, ce que ce soit à temps partiel ou à temps complet. La situation ne va pas s'arranger avec les difficultés de nouvelles générations à avoir une carrière complète, stable et homogène. L'augmentation du nombre d'annuités, très important à valider, entraînera une baisse massive du nombre de travailleurs en capacité d'atteindre une retraite complète et le report de charges du système des retraites vers les prestations chômage de santé et minima sociaux.
Le Conseil d'orientation des retraites, donc, le corps indique que cette réforme n'est pas indispensable. À régime constant, la situation financière du système des retraites n'est pas amenée à se dégrader. L'extension de l'âge du départ à la retraite n'a donc aucune justification en termes de finances publiques. Seule une politique de régression sociale peut être fondée sur un argument de coût. La CGT se bat pour la retraite à 60 ans à taux plein, 75% minimum du revenu net d'activité calculé sur les 10 meilleures années. Une pension minimum au niveau du SMIC pour une carrière complète. Un rattrapage des salaires et des pensions des femmes et sur celui des hommes. L'indexation des pensions sur l'évolution des salaires. On en est loin. Le monde va mal, le capitalisme provoque toujours plus de conflits armés. C'en est la preuve avec la guerre en Ukraine. Le monde va mal. Chacun de nous peut observer la multiplication des conflits. Ukraine, sans oublier Yémen, Syrie, Mali, Palestine, Afghanistan, pour ne citer que. Certains s'installent, d'autres existent depuis de nombreuses années. Il faut mettre un terme. La détérioration mondiale de la paix s'accompagne de conflits très violents, dont les premières victimes sont toujours les populations civiles, les travailleurs et leurs familles. En Ukraine, où le conflit est entré dans son 3e mois, malheureusement, les morts se comptent par milliers et le chiffre de la population déplacée au sein du pays ou en Europe a atteint 12 millions de personnes, 7 millions en Ukraine et 5 millions en Europe, un chiffre qui équivaut à la totalité des déplacés de la Deuxième Guerre mondiale. Face à cette horreur cette situation en Ukraine et dans le monde, la CGT ne restera pas indifférente. La paix et le désarmement sont dans nos ADN. Pour chaque conflit, la CGT s'attache à déterminer qui est l'agresseur et qui est l'agressé, qui est l'impérialiste et qui est le peuple opprimé. Ainsi Israël, qui dénie sa souveraineté au peuple palestinien et qui lui oppose de vivre entre les frontières qui ne correspondent pas à celles reconnues par l'ONU, est considéré comme un État agresseur et colonisateur. Au même titre que la Russie, qui après la Crimée veut annexer le Donbass. Le départ des Américains d'Afghanistan, un fiasco. Après 20 ans de guerre, au nom de la lutte contre le terrorisme, signe d'autant plus l'échec américain qu'il conduit directement à la réinstallation des talibans au pouvoir au détriment de la population, encore plus des femmes. La Russie et son peuple, qui a détruit son peuple au nom de la lutte contre le terrorisme, entre autres Poutine, parce que le peuple russe n'y peut rien. Au Mali, le gouvernement demande le départ immédiat de la France, qui s'est maintenue sur place avec des réflexes colonisateurs de la France-Afrique sous couvert de la lutte contre les djihadistes. La France apparaît comme une puissance impérialiste co-responsable de la situation de guerre. Enfin, pour finir, lorsqu'il s'agit de lutter pour préserver la paix et de venir en aide aux populations victimes des conflits, les organisations syndicales dépassent leurs divergences. Les conflits, quels qu'ils soient, créent des vagues de migrants et l'intersyndicale qui réunit toutes les organisations syndicales françaises se mobilise pour accueillir ceux-ci, quelle que soit la nationalité ou la couleur de peau, comme nous l'avons toujours fait, dans des conditions similaires à celles des Ukrainiens. Récemment, l'intersyndicale a appelé avec succès les autorités pour obtenir la régularisation de 45 militants de l'Union nationale des travailleurs et des salariés d'Afghanistan, exfiltrés et de leurs familles. La régularisation a été obtenue par la quasi-totalité d'entre eux. Aujourd'hui, je vous remercie d'être toutes et tous là, la CGT rappelle que la paix est notre bien le plus précieux. La solidarité avec les peuples victimes de conflits s'impose, tout en respectant leur droit à disposer d'eux-mêmes. Merci pour votre écoute.
Ouais, juste pour vous dire que la FSU voilà, est aussi partie prenante du 1er mai et on soutient voilà, le discours de la CGT aussi, hein, globalement. Par rapport à l'élection présidentielle. Je vous lis le texte quand même, ça me dérange pas. Ça fait une page et demie. Alors dès le 1er mai, mobilisons-nous pour les salaires, les emplois, les conditions de travail. La FSU se félicite que le danger immédiat d'une accession au pouvoir de l'extrême droite à l'occasion de l'élection présidentielle soit écarté. Elle avait appelé à se battre politiquement. Le résultat de ce soir, enfin de dimanche dernier, est une étape qui va dans ce sens. Cependant, le danger continue bien d'être présent et l'extrême droite de se renforcer élection après élection. Par rapport à 2017, le total des voix qui se sont portées sur elle au premier, un suffrage exprimé sur 3, comme au second tour, 42% des suffrages exprimés, est beaucoup plus important. Ce sont les politiques libérales, leur captation de toutes les richesses produites et leur lot d'individualisation et de dégradation des conditions de vie qui favorisent cette progression. C'est aussi le rejet du bilan d'Emmanuel Macron, des politiques inégalitaires, liberticides et répressives qu'il a mises en œuvre depuis 5 ans, qui ont poussé nombre d'électeurs et électrices à faire un tel choix. Or, Emmanuel Macron a présenté un projet électoral qui entend bien accélérer ces politiques, produisant ressentiment et désespérance sociale, aggravant les inégalités, divisant la société. L'intention affirmée de Macron pendant la campagne de continuer sa politique de casse des solidarités en remettant en cause les retraites et les services publics, en prévoyant d'accélérer la fragilisation du service public d'éducation et du statut de ses personnels, en liant l'obtention du RSA à du travail gratuit, sont inacceptables. Nous combattrons pied à pied leur mise en œuvre. Le président est réélu, mais avec 28% d'abstention et de nombreux votes blancs et nuls. D'autre part, le mode de scrutin imposé pour la 3e fois depuis 2002 et pour la 2e fois consécutive un choix intenable de second tour voulu par le président candidat et pour lequel il a déployé toute sa stratégie électorale. Beaucoup ont voté contre la candidate de l'extrême droite. Pour beaucoup, il ne s'agit donc pas de l'adhésion à un programme, comme l'atteste son score du premier tour, seulement 20% des inscrits. Forte de sa légitimité à s'exprimer et à revendiquer, la FSU entend donc poursuivre et amplifier les mobilisations pour imposer dès maintenant d'autres politiques économiques, sociales et environnementales. Des jeunes de lycée et d'université se sont mobilisés ces 2 dernières semaines. Il faut rassembler ces colères pour imposer un autre projet de société, porteur d'espoir pour l'avenir. La FSU portera ses revendications à l'occasion des élections législatives sur la base du manifeste qu'elle a publié. Elle entend aussi ainsi prendre toute sa part pour y porter les aspirations du monde du travail à rebours du programme néolibéral du président élu. La campagne électorale a également permis l'émergence d'une volonté de rupture avec le libéralisme et des politiques écocides. Au premier tour de ce scrutin, des forces de progrès social ont réussi à rassembler une partie de la population, en particulier la jeunesse et les quartiers populaires, les Drômes, et redonnant espoir dans la capacité du mouvement social à construire le rapport de force nécessaire. Le 1er mai doit être la prochaine étape de la construction d'un puissant mouvement social exprimant 2 exigences, le refus de l'extrême droite et ses idées, ainsi que l'exigence de mesures porteuses de progrès social, en faisant de la transition écologique un élément incontournable de ce mouvement. Plus nous serons nombreuses, plus le message porté sera explicite. Volonté de rassembler très largement les forces progressistes du pays pour construire une société féministe, écologiste et sociale. Pour garantir les droits de toutes et tous, pour réduire drastiquement les inégalités, pour améliorer les conditions de vie en redistribuant les richesses, pour respecter la dignité de toutes et tous. Pour sortir le pays de la crise dans laquelle il est plongé, c'est la justice sociale qui est à l'ordre du jour. Bravo, on peut l'applaudir. Ouais, je voulais vous parler un petit peu, c'est au sujet de l'énergie. Donc comme retraité, c'était un passage obligé. Alors, je me suis emprunté d'un petit compte-rendu de congrès. Alors, pour ce qui est de l'énergie, la défense de nos droits passera par le maintien du système de classification et de rémunération dans nos 2 belles entreprises. Elles sont EDF et GDF.
Donc, la CGT exige l'arrêt des politiques d'austérité et de suppression d'emplois à l'intérieur de nos entreprises, la réinternalisation des activités dans nos entreprises et l'embauche au statut et garantie collective. Parce que maintenant, vous savez bien, on a affaire à de plus en plus de sous-traitants et bon, les services sont moindres quand même, sans remettre en cause les gens qui y travaillent. Hein. Il faut voir que les services publics sont pris de plus en plus à la gorge, que ce soit dans l'énergie, aux impôts, à la sécurité sociale, partout. Tous les services publics sont comment je veux dire, dans la ligne de mire de la politique de Macron. Nous exigeons des plans de recrutement ambitieux nécessaires pour préparer l'avenir en répondant aux besoins de la population en énergie, dans le respect de l'environnement. Nous exigeons des moyens afin de répondre aux enjeux que doit porter le service public dans le cadre du mix énergétique que nous défendons. Cela nécessite des moyens humains et financiers supplémentaires dans tous les secteurs des mines et de l'énergie, et en particulier pour la recherche qui doit rester intégrée avec sa composante fondamentale. La situation actuelle ne fait que renforcer notre détermination pour l'avenir du service public. Vous voyez les prérogatives, hein, c'est-à-dire que Macron, il l'a annoncé, ça fait déjà maintenant 3 à 4 mois, même avant les élections, que les services spécifiques allaient être, voilà, qu'il allait mettre un coup de poignard. Hein. Ce que nous vivons aujourd'hui donne raison à la lutte menée, parce que nous avons gagné dans nos entreprises comme à Cordemais, etc. Là où tous les gens se mobilisent, c'est une preuve qu'il ne faille pas baisser les bras. Là où ça bouge, là où les gens sont en grève, mènent des piquets de grève pendant 3 semaines, il faille rester solidaire. Pour combattre le démantèlement d'Engie, qui a participé à l'explosion du prix du gaz, 300% depuis 2004. La Fédération nationale de l'énergie, CGT, réaffirme sa détermination à reconquérir un vrai service public du gaz. Il est nécessaire de réaffirmer le retour des tarifs réglementés, calculés sur le coût de production d'électricité en France, et il est nécessaire et urgent de gagner l'abrogation de l'Arenh. Ça veut dire l'Arenh, c'est l'accès régulé à l'énergie nucléaire historique depuis 1946. De nationaliser avec le retour au monopole public pour la production, la distribution, le transport et la commercialisation de l'électricité, et cela 40 ans après la mort de notre grand Marcel Paul, est regretté. Nous exigeons, pour l'intérêt général et notre bien commun, la sortie du marché du gaz, de l'électricité et la mise en place d'EPIC, établissements publics à caractère industriel et commercial, pour les entreprises du secteur de toute l'énergie. Le service public de l'énergie, c'est bon pour la planète, c'est bon pour l'industrie, c'est bon pour l'emploi, c'est bon pour la paix. Merci à vous. Ouais, s'il y a des gens qui veulent intervenir, ils sont les bienvenus. Oui. Juste un petit mot par rapport au syndicalisme, puisque nous organisons ça avec d'autres organisations syndicales comme la FSU, entre autres, puisqu'ils sont présents. Je ne sais pas si les autres sont là, mais bon, l'organisation. Je voulais quand même dire un petit mot sur ce qui se passe sur la plus grande attaque antisyndicale du siècle en Europe. Ça se passe en Biélorussie. Le 19 avril a marqué une journée noire dans l'histoire du mouvement syndical indépendant au Bélarus. Le service de sécurité de l'État, KGB, a arrêté plus d'une douzaine de militants syndicaux, dont presque tous des dirigeants. Parmi eux se trouvait le président du Congrès des syndicats démocratiques, Alexandre Yarouskou, le vice-président, Antusevich, et le chef du syndicat libre biélorusse, Mikhaïl Charak. Excusez-moi pour la prononciation. L'un d'eux, le dirigeant du syndicat libre des travailleurs de la métallurgie, Bukvosto, a subi un incident cardiaque et a dû être transporté à l'hôpital. Pendant des décennies, le mouvement syndical indépendant au Bélarus a pris une position ferme contre le régime dictatorial de Loukachenko.
malgré une sévère répression politique, les syndicats démocratiques ont ouvertement condamné l'invasion de l'Ukraine par la Russie et exigé le retrait des troupes russes du territoire de Biélorussie. Les syndicats mondiaux, l'Organisation internationale du travail, Amnesty International et d'autres organisations qui ont déjà condamné les arrestations et appelé à l'arrêt de la répression contre les syndicats biélorusses. Donc on demande à tout le monde de rejoindre et de participer. Il y a sur les sites, vous verrez, des pétitions qui peuvent déjà nous faire, et puis exigeant la libération immédiate des dirigeants syndicaux emprisonnés. Alors on est à l'image, puisque le rapport syndical est de plus en plus faible. On peut s'en rendre compte même aujourd'hui. Nous sommes très souvent les mêmes volontaires à monter des mouvements. Je pense que les gens n'ont pas bien compris, parce que ce qui va se passer là prochainement, ça a été évoqué tout à l'heure sur les retraites, sur les allocations chômage, sur les demandeurs d'emploi, ça va arriver à grande foulée là prochainement. Et si on n'est que si peu à mobiliser, je pense qu'on n'aura plus qu'à fermer les portes. Donc je pense qu'il va falloir peut-être que ici on ait une majorité de retraités, hein, c'est quand même significatif. Et après on s'étonne, alors pas nous, puisque nous on est convaincus, tous les gens qui sont là sont convaincus, on s'étonne de ce qui va se passer au niveau social. Donc je pense qu'on a quand même un sacré boulot à faire près des jeunes. Vous voyez même ici, à Avranches, on a un sous-préfet qui rentre bien dans la ligne fasciste, en empêchant par exemple les mouvements de manifester sur Avranches. Alors les arguments qu'il nous avait donnés la première fois, c'est que comme c'est en semaine, ça va gêner les commerces. Aujourd'hui on est dimanche, il nous répond la même chose. Bon, on se rend à l'évidence, puisqu'on n'est pas suffisamment nombreux, on est à peine une centaine, on serait nombreux, vous inquiétez pas qu'on ferait la démarche, on n'irait même pas le voir, on défilerait dans Avranches, c'est pas son problème. Je pense qu'il va falloir rentrer effectivement dans un concept de lutte qui nous manque depuis des années, et on risque de se retrouver un peu écrasé par ce monde-là. Vous savez bien que les préfets, à part Jean Moulin, ils ont toujours exécuté les ordres du pouvoir. Bon, après l'intervention de plusieurs camarades, dont un qui est retraité de l'énergie, je suis également retraité de l'énergie, et c'est en quelque sorte un genre de témoignage que je voudrais porter. En 1965, je sortais du lycée de ma petite province natale, et il y a un service public historique comme EDF et GDF. Il s'agissait de GDF qui recrutait. C'était un service public qui avait été créé en 1946 pour l'électricité et pour le gaz. En 1965, il recrutait des gens pour, allez, je vais utiliser le mot, pour faire de l'écologie. Je m'explique. Je ne savais même pas, on ne savait pas trop le mot écologie, ce que ça voulait dire. On en avait certainement moins conscience qu'aujourd'hui. Il s'agissait de Gaz de France à mener les recherches, toutes les recherches nécessaires pour essayer d'arrêter la fabrication du gaz à partir du charbon. Les recherches ont été menées au pied des Pyrénées, à Lac, où une réserve de gaz naturel a été découverte. Et après, progressivement, on a établi des réseaux qui sont montés progressivement, qui ont amené le gaz dans tout le pays. En même temps que ça, que cette progression écologique, parce qu'il faut quand même savoir que le gaz naturel est 50% de moins polluant que le gaz de ville fabriqué à partir du charbon. Donc tout ça pour dire qu'à cette époque-là, on avait des services publics qui ont été créés en 1946, vous savez sous qui? Sous le général de Gaulle, qui a su s'entourer de ministres
de tous bords, y compris un ministre communiste, Marcel Paul, ministre de l'Industrie. Donc voilà, c'est un peu un témoignage que je porte parce que j'ai découvert ça. Et là, avec le recul, avec ce que nous vivons maintenant, on n'est plus quelques progressistes à dire attention, les services publics sont étranglés. Il y a beaucoup de monde aujourd'hui qui le ressent, qui le vit, et effectivement, il est grand temps de faire quelque chose. L'écologie, c'est pas... On sait faire, on savait faire. Et de plus en plus, on a des gouvernants qui effectivement utilisent le mot écologie. Mais je crains que tant qu'on le dit, est-ce qu'on en fait vraiment? Et il fut un temps, je viens de porter un petit témoignage, où on l'a fait, on savait faire, sans en parler. Ouais, toute la... Laetitia? Allez. Bonjour, je réinterviens, j'ai rien préparé, mais sur les hôpitaux, la difficulté actuellement pour les hôpitaux publics pour trouver des médecins. Régulièrement, on ferme des lits en fonction de la présence de médecins. On ne voit plus de médecins français parce que soi-disant qu'ils préfèrent le Sud, mais je crois que ça a été organisé volontairement pour faire des économies aux dépens de la population. Déjà, nous manquons de médecins traitants dans la région. Ça devient très grave. Et les urgences aussi, entre autres, le SMUR, les urgences d'Avranches sont souvent en difficulté. Donc, on paie des impôts comme tout le monde et on n'a visiblement pas le droit à une santé pour tout le monde. Ouais, la santé est vraiment un problème. Là, il va falloir que tout le monde s'y mette pour pouvoir, disons, enrayer la désertification de la médecine dans nos communes rurales les unes après les autres. Et même dans certaines... Même, il n'y a pas besoin d'aller dans le milieu rural. Certaines métropoles, ben voilà, parce qu'ils ont... C'était une volonté politique avec les numerus clausus. Voilà. Oui, on va vous dire un petit mot aussi sur les territoriaux. Moi, je suis territorial plus précisément dans la collectivité de la ville d'Avranches, où je pars en retraite bientôt, là, au mois de décembre, au mois de novembre exactement. Et je viens de recevoir ce que je vais percevoir en tant que retraité. Je vais avoir 786 € après prélèvement à la source. En ayant travaillé 30 ans dans la fonction publique territoriale, là, aujourd'hui, on veut nous retirer. Alors moi, je me bats pour mes camarades qui vont rester, pour les jeunes. Exactement, on va avoir... ils veulent qu'on se mette aux normes sur les 1607 heures. Alors je vous explique, dans la fonction publique, pour un salaire de 1200 balles, on vous demande de faire 1607 heures. De là-dessus, on avait les journées du maire à l'époque, on nous les a retirées. Tout petit à petit, on nous retire tous les acquis pour lesquels on s'est battu. Aujourd'hui, on va faire un mouvement à la ville d'Avranches avec nos camarades et nos agents, parce que là, c'est plus possible. Plus ça va, plus on nous en demande, moins on recrute, plus on a la pression. Même les cadres, aujourd'hui, ont de la pression. C'est juste plus possible. Je vais vous passer la parole d'un retraité qui vient d'arriver dans notre territoire. Merci à tous. Bonjour à tous, je suis Patrice Legal, je viens du Val d'Oise, je suis en retraite depuis le mois de juin. Donc j'étais l'animateur principal, entre guillemets, du Val d'Oise. Voilà, donc je suis retraité depuis depuis le mois de juin. Moi, en ce qui me concerne, je suis en retraite et je gagne 920 €, merci, 920 € par mois. Et on m'a dit que je gagnais trop, donc c'est grave.
Alors, la CGT, dans la territoriale, s'est toujours battue. Aujourd'hui, nous avons des ASEM dans toutes les collectivités qui font à peine 700 € par mois parce qu'ils sont en CDD et ensuite ils sont en heure partielle. Donc ça, c'est proprement scandaleux. Il y a des gens, ça fait... je prends l'exemple de Daumont, où il y a des agents, notamment des ASEM, ça fait 27 ans qu'elle travaille à la ville de Daumont et elle gagne à peine 500 € par mois. Ça, c'est scandaleux. Donc ça, il faut y remédier, mais pour y remédier, il faut avoir un rapport de force. Aujourd'hui, c'est bien, on est nombreux, mais pas assez. Donc nous, les retraités, on va aller trouver les gens, les retraités, parce que souvent, les retraités, une fois qu'ils ont fini leur activité professionnelle, ne souhaitent pas ou ne veulent pas reprendre une activité syndicale, même partielle. Mais on en a besoin. Je le vois parce que j'étais au congrès, au Cap d'Agde de l'UFR. Alors l'UFR, c'est l'Union fédérale des retraités de la territoriale, où justement il y a eu de grosses discussions, et notamment au niveau du pouvoir d'achat, parce que le combat qui est aujourd'hui, c'est le pouvoir d'achat. Et je souhaite que nos politiques puissent s'unir, parce que on se bat pas assez pour moi, hein, on se bat pas assez sur la triptyque, c'est-à-dire salaire, emploi, retraite. C'est quand même important, et même en intersyndical, je pense que c'est une bataille qu'il faut mener et la mener à bras le corps. Moi, je suis retraité et voilà, on va faire tout le possible pour ramener des camarades à venir travailler avec nous. En plus, il faut savoir qu'au mois de décembre, nous avons nos élections professionnelles où on sait très bien si la CGT est en perte de vitesse au niveau de la territoriale, ça veut dire que certains syndicats vont passer devant et qu'on n'aura plus la première place qu'on n'a pas d'ailleurs, qu'on a perdu, mais depuis peu, parce que justement, on avait les petites et moyennes entreprises qui nous ont un peu court-circuité. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas assez de personnes sur le terrain, il faut se le dire. Hein, alors je comprends les gens qui ont du mal à venir, à discuter, mais il faut y aller. Aujourd'hui, on est à la porte de pouvoir avoir un petit changement au niveau des élections. Mais quand vous voyez les politiques qui ne sont pas d'accord sur un slogan de campagne et qui quittent la table, je trouve ça malheureux. Parce que notre bataille, c'est cette triptyque. Si on n'est pas capable de se mettre en accord sur la triptyque que tout le monde veut, c'est-à-dire le pouvoir d'achat, la retraite, et j'en passe, et des meilleurs, comme disait ma camarade tout à l'heure, dans la territoriale, on perd de jour en jour. Ils veulent nous supprimer notre statut. Mais le statut de la fonction publique, c'est ce qui nous paye en règle générale. Quand vous voyez qu'ils se gavent au niveau des coms d'agglo, c'est scandaleux. C'est scandaleux. Il y a des gens qui crèvent la dalle aujourd'hui, il faut se le dire. Hein, et dans l'intérieur, nous, chez nous, enfin je dis chez nous, quand j'étais à Sarcelles, on avait des gens qui dormaient dans leur voiture. Il fallait que ça soit la CGT qui intervienne auprès des élus pour qu'on puisse faire quelque chose pour eux. Donc ça, c'est scandaleux. Il y en a marre que ça soit toujours les mêmes qui payent. Le capital, il se gave. Il se gave juin. Quand vous voyez LVMH, par exemple, qui était 19e fortune mondiale, pendant le Covid, il est passé 4e fortune mondiale. Mais c'est scandaleux de voir ça. Pendant ce temps-là, vous et moi, on crève la dalle. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire. Et puis, il faut être tous ensemble. Et puis, on y arrivera. Faut rien lâcher, les camarades. En 36, ils n'ont rien lâché. Ils ont tenu en 68. Du deuxième tour. Pourquoi nous, on n'obtiendra pas? Ça veut dire que les conquêtes sociales ne se font pas dans les corridors, dans les bureaux, etc. Ou même ceux qui travaillent ou quoi que ce soit. Je connais beaucoup d'énergie qui œuvre en sorte. Maintenant, ce que je voulais vous souhaiter, c'est quand même un joyeux 1er mai. On va essayer de passer à partie un petit peu notre camarade qui va nous faire un petit bœuf de musique là, avec sa guitare. Ça va. On va essayer de te reprendre au refrain. Alors, vive la CGT, vive le 1er mai, vive les conquêtes sociales!